Bonjour à tous. Nous avons vu précédemment quelles étaient les lois de la thermodynamique qui régissaient la transformation des substrats en produits. Nous avons vu que les enzymes étaient des catalyseurs biologiques qui permettaient d'accélérer ces réactions pour les rendre compatibles avec la vie. Et puis nous avons vu dans le cours précédent comment certains êtres vivants, notamment issus principalement du monde végétal, étaient capables de transformer l'énergie lumineuse en énergie chimique et de fixer le CO2 en molécules organiques, notamment les glucides. Donc il est temps pour nous de faire une petite parenthèse sur la structure de deux familles de molécules qui vont être très importantes par la suite pour nous, qui sont les glucides et les lipides, qui constituent les principaux substrats énergétiques dans les organismes vivants. En effet, pour rappel, les constituants cellulaires sont principalement de 4 classes. Nous allons trouver dans les cellules des structures supramoléculaires comme les chromosomes, la membrane plasmique, la paroi cellulaire chez les végétaux, qui sont constituées en fait de macromolécules de 4 types. Soit l'ADN que l'on va trouver dans le noyau, dans les chromosomes ou bien sous forme d'ARN, donc acide nucléique. Ensuite, les protéines que l'on va trouver à différents niveaux. Elles peuvent être enchâssées dans la membrane plasmique, dans les membranes, ou libres dans le cytoplasme ou présentes dans le noyau. La paroi cellulosique des végétaux, elle, est constituée de cellulose. Et puis on va trouver aussi comme constituant des membranes des lipides. Chacune de ces macromolécules est constituée en fait par un assemblage d'unités monomériques simples, par exemple les nucléotides pour les acides nucléiques, les acides aminés pour les protéines ou les sucres pour la cellulose. Nous allons donc nous intéresser dans ce cours uniquement aux sucres et aux lipides, considérant que la partie sur les acides nucléiques et les acides aminés et les protéines a déjà été vue en première année de licence. Les lipides, en fait, sont une famille très diversifiée avec des constituants de structures très différentes que nous allons étudier par la suite. Ces molécules de structure lipidique vont jouer un rôle soit dans les formes de stockage d'énergie, soit dans la composition des membranes. Ils peuvent également constituer des messagers chimiques, hormones ou médiateurs intracellulaires d'information. Ils peuvent également former des pigments, notamment chez les végétaux. Les glucides, eux, constituent une grande famille qui va servir pour certains de réserve d'énergie. On a vu ensemble l'amidon, le glycogène. De structures, notamment dans les parois des cellules végétales, c'est le cas de la cellulose. Ils peuvent également constituer la paroi, les carapaces de certains animaux comme les crabes par exemple. Alors voyons ensemble tout d'abord les lipides. La famille des lipides en fait n'est regroupée que par une seule propriété, c'est leur solubilité nulle ou faible dans l'eau. Ce sont des molécules qui sont solubles plutôt dans les solvants organiques comme par exemple le méthanol. Donc ce qui les unit, ça n'est pas une unité de structure, mais c'est une unité de propriété physico-chimique. Ils ne sont pas solubles dans l'eau. Dans les cellules, comme nous l'avons vu, ils peuvent remplir différentes fonctions. Ils peuvent servir de réserve d'énergie à l'intérieur de la cellule. C'est le cas notamment des acides gras et des triglycérides. Ils peuvent réaliser une isolation, qu'elle soit thermique, mécanique ou électrique. Ils peuvent délimiter différents compartiments en formant des édifices macromoléculaires, notamment les membranes. C'est le cas des phospholipides ou des sphingolipides. Ils peuvent servir de messagers extracellulaires comme les hormones ou intracellulaires et de pigments. Nous allons donc voir successivement les différentes classes de lipides et leur structure. Alors commençons tout d'abord par les acides gras et notamment les acides gras saturés naturels. Ces acides gras possèdent donc un nombre pair de carbone et sont constitués par une fonction acide carboxylique terminale. Donc leur formule semi-développée, c'est CH3,
CH2N fois COOH, N étant toujours un nombre pair. Donc vous avez l'exemple de l'acide palmitique qui possède 16 carbones et de l'acide stéarique qui possède 18 carbones. Cette longue chaîne carbonée, qui en fait d'un point de vue structurel une queue droite, eh bien elle leur donne comme propriété un point de fusion élevé. C'est-à-dire qu'on va retrouver ces acides gras saturés naturels dans les cires notamment. Ici, vous avez donc le tableau des acides gras saturés naturels. Je vous demande de retenir les deux que nous avons vus précédemment, l'acide palmitique qui possède 16 carbones ou l'acide stéarique qui possède 18 carbones. Vous voyez qu'en fait, les acides gras saturés naturels ont un nombre de carbone qui est un nombre pair qui va de 4 à 32. On va trouver plutôt des acides gras saturés à courte chaîne, vous voyez dans le beurre ou dans le lait de chèvre, c'est-à-dire issus des laits animaux. Et puis on va trouver dans le monde végétal plutôt les acides gras saturés qui ont un nombre de carbone compris entre 12 et 18, 12 et 20. Et puis on va trouver ensuite des acides gras saturés qui vont avoir un nombre de carbone très important, et comme je vous l'ai dit précédemment, on va les trouver dans les cires, donc que ce soit des cires végétales, des cires bactériennes ou chez les insectes, et là on peut monter jusqu'à 32 carbones. Certains acides gras peuvent posséder une ou plusieurs doubles liaisons au niveau de leur chaîne carbonée. Cette double liaison se fait toujours en 6, c'est-à-dire que les deux groupements encombrants se trouvent du même côté de la double liaison, et donc ça va introduire un coude dans la chaîne carbonée. Vous avez ici l'exemple de l'acide palmitoléique qui possède 16 carbones et une double liaison située sur le carbone numéro 9. La numérotation des carbones part de la fonction acide carboxylique qui est donc le carbone numéro 1, et donc vous voyez ici que la double liaison commence sur le carbone numéro 9. On peut également numéroter la place de la double liaison en utilisant la dénomination oméga, et donc ici par exemple on a un oméga 7, c'est-à-dire que là cette fois on part de l'extrémité CH3 et on compte et on voit que la double liaison est en position 7 à partir de l'extrémité CH3. Dans ce cas on dit oméga 7. Quand il y a une double liaison, cela introduit un coude dans la chaîne carbonée et donc le point de fusion de ces acides gras insaturés va être plus bas. Et donc on va les trouver assez souvent dans des huiles par exemple. Alors ici vous avez les 5 acides gras insaturés que l'on vous demande de retenir. 2 acides gras insaturés qui possèdent une double liaison, l'acide palmitoléique, 16 carbones, une double liaison sur le carbone 9, ou l'acide oléique, 18 carbones, et toujours une double liaison sur le carbone 9. Les 3 autres, vous pouvez retenir leur nom uniquement, et sachez que ce sont ce qu'on appelle des acides gras essentiels. Ils doivent être apportés par l'alimentation car nous en avons besoin pour fabriquer notamment des molécules impliquées dans l'inflammation ou certaines hormones. Et nous ne savons pas les fabriquer puisque les animaux ne savent pas mettre des doubles liaisons au-delà du carbone 9. Donc là, vous voyez que par exemple, l'acide linoléique, c'est un acide gras insaturé à 18 carbones, 2 doubles liaisons en position 9 et 12. L'acide linolénique, lui, possède 3 doubles liaisons en position 9, 12 et 15. Et l'acide arachidonique possède 20 carbones, 4 doubles liaisons en position 5, 8, 11 et 14. Et donc ces 3 acides gras sont des acides gras essentiels. Ils doivent se trouver dans votre alimentation. Essentiellement, on va les trouver dans une alimentation diversifiée en huile végétale. On les trouve assez enrichis dans l'huile de colza par exemple, dans l'huile de lin, etc. Cette diapositive vous montre que le point de fusion des acides gras va varier en fonction de 2 critères.
Tout d'abord, la longueur de la chaîne. Plus la chaîne carbonée est longue et plus le point de fusion est élevé. Enfin, en fonction du nombre d'insaturations. Plus la chaîne est insaturée et plus le point de fusion est bas. Et ça, c'est valable surtout pour les insaturations 6, car comme je vous l'ai montré, elles introduisent un coude dans la chaîne. C'est ce que vous voyez sur cette diapositive. Si on constitue une membrane biologique avec des acides gras qui possèdent une chaîne sans insaturation, des acides gras saturés, eh bien on voit que les chaînes se mettent les unes à côté des autres, ça crée des interactions hydrophobes et ça va entraîner assez peu de fluidité. On va trouver ces acides gras saturés, notamment chez les bactéries qui vivent près des sources chaudes. Au contraire, les acides gras insaturés vont entraîner des coudes dans la chaîne et donc beaucoup plus de fluidité car moins d'interactions hydrophobes entre les chaînes d'acides gras dans une membrane. On va retrouver ces acides gras insaturés plutôt dans les espèces qui vivent dans des environnements froids. C'est ce que vous montre le résultat de cette expérience pour lequel on voit que la membrane d'Escherichia coli, sa composition va varier en fonction de la température de culture. Plus la température de culture est élevée, plus on va avoir des insaturations et des chaînes courtes. Les acides gras vont donc entrer dans la composition d'une autre famille de lipides qui sont les triglycérides. Donc, comme leur nom l'indique, triglycérides, ça veut dire 3 acides gras accrochés sur une molécule de glycérol. Donc, vous avez à gauche de la diapositive la structure du glycérol, qui est une molécule à 3 carbones avec 3 fonctions OH. Eh bien, ces fonctions OH vont être estérifiées par la fonction acide carboxylique de l'acide gras qui va réagir avec pour donner une fonction ester. Et donc, vous avez 3 chaînes d'acides gras qui vont être greffées sur le glycérol par 3 liaisons ester. Ça peut se faire dans la cellule, dans un sens comme dans l'autre, puisqu'on peut hydrolyser des triglycérides pour donner du glycérol plus 3 acides gras sous l'action de différentes lipases. Ces triglycérides peuvent être constitués par un assemblage d'acides gras saturés ou d'acides gras insaturés. Et encore une fois, en cas d'acides gras insaturés, vous voyez qu'on va avoir des coudes dans les chaînes et donc une plus grande fluidité. Les triglycérides sont des formes de stockage des lipides dans les cellules, lipides qui seront utilisés principalement comme source d'énergie. Toutes les cellules sont capables de fabriquer des petites gouttelettes lipidiques, des petites gouttelettes de triglycérides, puisque ces triglycérides sont très hydrophobes et donc vont se regrouper au sein de petites gouttelettes à l'intérieur de la cellule. C'est ce que vous voyez ici à gauche dans la cellule musculaire, mais toutes les cellules sont capables de fabriquer des petites gouttelettes de triglycérides. Certaines cellules en font leur activité principale, c'est le cas des adipocytes, c'est-à-dire du tissu adipeux, qui en fait sert uniquement de source de stockage des triglycérides. Et donc vous voyez ici en jaune sont entourés la périphérie d'une cellule. Donc on voit bien qu'une cellule, elle n'est constituée en fait que d'une énorme gouttelette de triglycérides, le noyau étant repoussé à la périphérie. Et ces triglycérides vont être libérés, déstockés et libérés et relâchés dans le sang quand l'organisme sera en situation de jeûne prolongé. Alors nous allons nous intéresser maintenant à une catégorie de lipides qu'on appelle les phospholipides ou plus complètement les glycérophospholipides. Ces lipides entrent dans la composition des membranes. Ils sont constitués de la façon suivante. Vous reconnaissez un glycérol sur lequel sont venus s'estérifier 2 acides gras, donc jusqu'ici tout ressemble aux triglycérides, mais c'est sur le 3e carbone du glycérol que se produit la différence. Ici, à la place d'avoir un 3e acide gras, eh bien, on a un groupement phosphate et un groupement polaire qui ici est représenté sous la forme d'une choline. Donc, cela donne une forme un petit peu différente puisqu'on a un lipide qui va avoir du coup une tête polaire et 2 jambes hydrophobes.
si un des acides gras est insaturé, eh bien ça introduira un coude dans l'une des jambes. La tête polaire peut être de nature différente. Dans la diapositive précédente, on a cité l'exemple de la choline, et donc on va avoir des lipides qui seront les phosphatidylcholine. C'est ce que vous voyez en haut à droite de la diapositive. Mais cette tête polaire peut également être de la sérine, de l'éthanolamine, de l'inositol, ou alors une tête polaire qui va regrouper deux phospholipides, qui va être commune à deux phospholipides, et dans ce cas, on aura de la cardiolipine, qui est aussi un lipide membranaire. Ces phospholipides peuvent être clivés par des enzymes intracellulaires qui sont les phospholipases. Il s'agit de la phospholipase A1 pour l'acide gras porté par le premier carbone, la phospholipase A2 pour l'acide gras porté par le deuxième carbone, et puis lorsqu'on s'intéresse au groupement polaire, la phospholipase C qui coupe entre le carbone et le phosphate, ou la phospholipase D qui coupe entre le phosphate et la molécule polaire. On va retrouver ces phospholipases dans un certain nombre de processus physiologiques cellulaires, dans la digestion, mais également les phospholipases A1 et A2 dans les venins de serpents. Deuxième type de lipides membranaires, les sphingolipides. Alors, vous retrouvez ici quelque chose qui ressemble un petit peu au glycérol, mais qui, vous le voyez, a été très modifié. C'est le groupement rose qui s'appelle la sphingosine. Et puis, sur ce groupement rose, eh bien, vient se greffer un acide gras, en jaune ici, et puis un groupement polaire, qui est nommé X ici sur le schéma du haut, et qui peut être soit du glucose, soit 2, 3 ou 4 oses, ou alors des oligosaccharides complexes. Donc en tout cas, un groupement osidique. Les lipides membranaires dont vous avez entendu parler déjà sont la sphingosine et la sphingomyéline qui sont représentés ici. Enfin, troisième type de lipides membranaires, c'est le cholestérol. Le cholestérol est un lipide membranaire constitué de 4 cycles et d'une chaîne carbonée, donc il est très hydrophobe, mais vous voyez qu'il a une petite tête polaire constituée à gauche par un groupement OH, qui lui permet donc de s'orienter dans la membrane plasmique. Ce cholestérol peut être modifié, estérifié par des acides gras par exemple, et dans ce cas-là, ça va nous donner différents types de molécules, les acides biliaires qui vont intervenir dans la digestion des lipides, des hormones, comme les hormones sexuelles, testostérone, œstrogène, progestérone ou l'aldostérone, mais également les vitamines liposolubles, comme la vitamine D. On voit donc ici la structure du cholestérol et comment sa tête polaire lui permet de s'orienter dans les membranes plasmiques. La présence de cholestérol dans les membranes permet d'avoir une progression plus linéaire de la fluidité en fonction de la température. Ces lipides, du fait de leurs propriétés hydrophobes, vont se comporter de manière différente dans un milieu polaire, un milieu comme l'intérieur des cellules, qui est constitué à 90% d'eau. Donc, si on prend des acides gras, eh bien les acides gras, eux, ils ont donc une tête polaire CO- et une queue hydrophobe. Eh bien, dans un milieu aqueux, ils vont former soit des micelles en orientant leur queue hydrophobe toute vers le centre de la micelle, ou alors, s'il y a une surface, ils vont former des films lipidiques, la tête polaire en contact avec l'eau et la queue en contact avec l'air. Les triglycérides, étant très hydrophobes, vont se regrouper, comme on l'a vu, dans des grosses gouttelettes lipidiques, alors que les phospholipides, les sphingolipides, etc., eh bien, vont former des bicouches lipidiques en mettant leur queue hydrophobe face à face et les têtes polaires vers le milieu aqueux. Comme on l'a vu, la famille des lipides est très hétérogène. Leur seul point commun, c'est donc leur hydrophobicité.
Et encore, nous n'avons pas évoqué les sérides qui constituent les cires, les terpènes qui constituent toutes les substances qui donnent de l'odeur ou de la couleur au monde végétal, et puis ce qu'on appelle les icosanoïdes qui vont dériver de l'acide arachidonique, prostaglandine, thromboxane, leucotriène, qui interviennent dans des processus hormonaux ou inflammatoires. Ce qui est important pour vous, que vous reteniez au niveau de la structure des lipides, c'est que vous soyez capable de reconnaître un lipide, de savoir à quelle catégorie il appartient et du coup, quelle va être sa fonction biologique. Je ne vous demande pas d'apprendre par cœur la structure de toutes les molécules que nous venons de voir, simplement de connaître les acides gras les plus fréquents que j'ai cités au début du diaporama. Nous allons maintenant nous intéresser à la deuxième famille de molécules importantes du point de vue énergétique, qui sont les glucides. Vous avez tous travaillé pendant 4 heures en TP sur la structure des glucides et vous avez sur Moodle un complément au TP qui vous donne toutes les informations nécessaires. C'est pourquoi je ne vais pas recommenter ces diapositives que vous avez déjà vues en TP, mais je vais passer directement à la diapositive 51 qui correspond à la partie que vous n'avez pas vue en TP. Alors en TP, vous avez terminé sur la notion de polyoside, c'est-à-dire un assemblage de plus de disoses, et vous avez parlé en TP de 2 polyosides qui sont des polyosides de réserve énergétique, l'amidon chez les végétaux et le glycogène chez les animaux. Et puis vous avez parlé d'un polyoside de structure qui est la cellulose constituant la paroi des végétaux. Ces polyosides étaient tous constitués de glucose avec une différence dans la fréquence des branchements entre amidon et glycogène et dans la nature de la liaison, qui est une liaison bêta 1,4 dans la cellulose et pas alpha 1,4 et alpha 1,4 chez amidon et glycogène. Donc ici figurent quelques autres exemples de polyosides qui sont des polyosides homogènes, c'est-à-dire constitués encore une fois que de glucose ou que de fructose. Alors, que de glucose dans le cas des dextranes. Les dextranes, ce sont les réserves des bactéries. Les bactéries, elles possèdent du glycogène, mais elles ont aussi des dextranes. C'est un polymère de glucose, mais cette fois, les liaisons se font en alpha 1,6 avec des ramifications alpha 1,2 et alpha 1,4.
Certains végétaux mettent aussi en réserve du fructose. C'est le cas des artichauts, des topinambours, des dahlias, qui vont mettre en réserve le fructose par des liaisons bêta-1,2. Enfin, chez les arthropodes, dans l'exosquelette, on va trouver un polyoside mixte, c'est-à-dire des unités N-acétylglucosamine liées par des liaisons bêta-1,4. En fait, on peut retenir que globalement, à l'exception de l'inuline, tous les polymères de réserve sont formés par des unités liées par des liaisons alpha, alors que les polymères de structure sont liés par des liaisons bêta. La plupart des polyosides sont constitués de glucose, car c'est l'ose le plus stable, comme nous l'avons vu en TP. Nous allons étudier maintenant des structures plus complexes qu'on appelle les glycoconjugués. Les glycoconjugués contiennent les glycolipides, les protéoglycanes. Donc dans un protéoglycane, la partie osidique est largement majoritaire, plus de 90%, avec un polyoside qui est très long. Et les glycoprotéines, alors là, dans les glycoprotéines, on a au contraire une partie protéique qui est majoritaire et des petites chaînes glucidiques courtes qui viennent se greffer en différents endroits d'une protéine. Et nous verrons également le peptidoglycane de la paroi bactérienne, c'est-à-dire un réseau de polyosides reliés par des tout petits bouts peptidiques. Donc ce qu'on appelle les glycolipides, en fait, sont des sphingolipides avec un substituant qui est un glucide. Donc on a le groupement sphingosine, comme on l'a vu précédemment, qui ici est en bleu, un acide gras qui est greffé sur le carbone du milieu, et puis sur le carbone 1, une unité glucidique qui peut être glucose, galactose ou des assemblages de sucre. Considérons maintenant les protéoglycanes. Donc, ce sont des protéines qui vont être fixées à un type de polyoside particulier qu'on appelle les glycosaminoglycanes. Les glycosaminoglycanes sont constitués par une répétition des motifs qui vous sont présentés ci-dessous. Donc, par exemple, le motif chondroïtine sulfate ou kératane sulfate, héparine, dermatane sulfate ou hyaluronate. Ce sont des noms que vous connaissez parce qu'on en entend beaucoup parler dans les cosmétiques. Pourquoi? Parce que les protéoglycanes jouent un rôle essentiel dans les matrices extracellulaires et donc dans la constituant de tout ce qui va être au niveau du derme ou au niveau des os également. Donc ici, vous avez l'exemple du protéoglycane du cartilage, justement. Donc vous avez sur la partie droite de la diapositive un schéma qui vous représente la structure. Vous avez au centre un acide hyaluronique, c'est-à-dire un motif répété d'unité glucidique. Et puis par-dessus viennent se greffer des motifs protéiques. Et sur ces motifs protéiques, à nouveau, des motifs glucidiques fixés. Et donc, ces protéoglycanes interviennent dans la constitution du tissu conjonctif, constitué de grandes quantités de matrices extracellulaires. Donc maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle les glycoprotéines. Donc les glycoprotéines, en fait, ce sont toutes les protéines extracellulaires ou les protéines membranaires dans leur partie extracellulaire. En effet, dès qu'une protéine quitte l'intérieur de la cellule, elle est nécessairement glycosylée. Ces glycosylations vont se faire sur l'azote d'un résidu asparagine, on appelle ça des N-glycosylations, ou sur l'oxygène d'un résidu sérine ou tréonine, on appelle ça des O-glycosylations. Cela se fait au moment du passage des protéines dans l'appareil de Golgi. Cela permet aux protéines extracellulaires d'avoir des motifs glucidiques à l'extérieur. Ces motifs glucidiques vont constituer leur déterminant antigénique, c'est-à-dire que ça va permettre à l'organisme la reconnaissance du soi ou du non-soi. Dans certains cas, cela permet à certains virus de reconnaître des cellules hôtes, des cellules cibles, et notamment par exemple ici le virus de la grippe qui va reconnaître des glycoprotéines membranaires et donc s'accrocher à l'épithélium pulmonaire grâce à ces phénomènes de reconnaissance. Enfin, dernier exemple, le peptidoglycane de la paroi bactérienne.
On a donc ici un motif N-acétylmuramique et N-acétylglucosamine qui sont répétés. Donc c'est ce qu'on voit sur le schéma, les petites boules bleues et les petites boules vertes. Et ces motifs répétés sont accrochés les uns avec les autres par un petit motif peptidique qui est représenté ici en rouge. Et donc ça va nous donner une paroi très rigide. Ce sac de peptidoglycanes va former la paroi cellulaire. Chez les grammes-moins, on va en avoir une seule couche, mais on va aller jusqu'à 40 couches de ce peptide-là chez les grammes plus. Et par exemple, la pénicilline, qui est un des premiers antibiotiques connus, eh bien, son rôle, ça va être de s'intercaler dans le polymère et empêcher ainsi la croissance de la bactérie. Voilà, nous en avons fini pour ce cours de structure qui est indispensable à la compréhension ensuite de ce qui va nous occuper jusqu'à la fin du semestre, c'est-à-dire la partie métabolique proprement parlée.